cité antique faite d'histoire, de spiritualité, mais aussi une rare oasis de diversité religieuse. Jérusalem, un lieu unique, mais aussi un lieu de polémique. Aujourd'hui, la question du statut de Jérusalem reste l'un des problèmes clés du conflit israélo-palestinien. Israël a fait de Jérusalem sa capitale une et indivisible, siège de son Parlement et de sa Cour suprême. Pourtant, les Palestiniens la considèrent comme leur capitale, le foyer d'Al-Aqsa, la sacrée, actuellement occupé par Israël. Ces derniers mois, une nouvelle vague de violence dans la capitale a fait les gros titres des médias du monde entier. Plus de 20 personnes ont été assassinées dans plus de 150 attentats. Fusillades, attaques à l'arme blanche ou à la voiture bélier, certains commentateurs lient ces attentats à la provocation des islamistes radicaux et d'éléments terroristes appelant les jeunes Palestiniens au meurtre de juifs. Depuis des décennies déjà, ce melting pot a été au centre du conflit, mais jusqu'à présent, aucune politique n'est parvenue à calmer les tensions. Certains veulent la paix, d'autres ne jurent que par la violence, mais une chose est sûre, elle restera toujours la ville 3 fois sainte, celle des juifs, des chrétiens et des musulmans. Cette semaine, nous vous emmenons à Jérusalem. Bonsoir, bienvenue. Pendant presque 2 ans, on a sillonné le monde ensemble, sillonné la planète dans Focus, de Washington à Jakarta, de Berlin à Tunis, en passant par Abidjan. Alors pour cet ultime numéro de Focus, eh bien, on a décidé de vous emmener à Jérusalem, ici, cette ville au carrefour des 3 religions monothéistes. Ici, chaque pierre est chargée d'histoire. Les Israéliens et Palestiniens se disputent ce passé, au présent d'ailleurs. Depuis quelques mois déjà, cette ville est le théâtre d'un nouveau cycle de violence, l'intifada des couteaux. Comment l'expliquer? Comment l'enrayer? On va tenter d'y voir plus clair aujourd'hui avec vous, Mohamed El-Kassim. Bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste des affaires palestiniennes pour I24 en langue arabe. Alors première question, Mohamed, comment dans la rue palestinienne on explique cette éruption de violence? Comment on la justifie? Eh bien, les Palestiniens nous expliquent qu'il y a 3 raisons pour lesquelles une intifada était nécessaire cette fois-ci. Ils sont persuadés que les Israéliens prévoient de changer le statu quo de la mosquée d'Al-Aqsa. Ce statu quo qui a été maintenu entre Israël et la Jordanie depuis 1967. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que les Palestiniens vous disent, c'est que l'occupation israélienne doit s'arrêter. Et tant que l'occupation se poursuivra, il n'y aura pas de paix, que ce soit ici, dans cette ville à Jérusalem, en Cisjordanie ou en Israël. Troisièmement, enfin, les habitants palestiniens d'ici nous le disent. Nous payons nos impôts locaux, nous payons notre dû à la municipalité, et pourtant nous ne bénéficions pas des mêmes services que les habitants juifs de Jérusalem reçoivent. Des services basiques comme la collecte des déchets, l'électricité ou l'eau. Donc, si vous assemblez ces 3 éléments, ils forment les ingrédients de la recette qui mène à ce qui a été appelé intifada et qui a commencé maintenant il y a 8 semaines. Alors dans cette intifada des couteaux, il y a quand même un nouveau phénomène, c'est que la plupart des attaques au couteau ou des attaques à l'arme blanche sont perpétrées par des jeunes palestiniens, parfois qui ont moins de 20 ans. Comment vous l'expliquez ? Bien sûr, la majorité des attaques au couteau, à la voiture bélier ou autres sont commises par des jeunes Palestiniens qui ont entre, on l'a vu, 12, 13 ou 14 ans et même jusqu'à 30 ans. Ces personnes nous disent essentiellement qu'elles en ont marre du statu quo. Il y a un fort taux de chômage ici en ville, le système éducatif est au bord de l'effondrement dans le secteur arabe. Donc si vous mettez tout cela ensemble en rajoutant ce dont nous avons parlé, la situation à la mosquée d'Al-Aqsa et l'environnement négatif chez les voisins arabes, tout cela assemblé avec le chômage, avec le système éducatif au bord du gouffre, comme je l'ai déjà dit, tout cela a mené à ce que les médias ont appelé la 3e intifada. To what we have been called in the media the third intifada. Mohamed, dernière question. Jérusalem a souvent l'image d'une ville divisée, d'une ville clivée, déchirée par ces tensions communautaires. Vous vivez dans cette ville, dans la partie orientale, c'est un sentiment que vous partagez? Well, I know that politicians don't
Eh bien, je sais que les hommes politiques n'aimeront pas cette réponse. Je voudrais penser que cette ville est unifiée et unie, mais elle ne l'est pas. Les quartiers arabes, les quartiers palestiniens sont séparés des quartiers juifs. Ils sont même séparés par des murs de béton, des cubes de béton ou même par la barrière de sécurité. Donc, même si les blocs physiques étaient retirés, ces blocs émotionnels et psychologiques demeureraient. Mohamed, merci pour ces précisions. Avec plaisir. Je vous le disais, ici à Jérusalem, chaque pierre est chargée d'histoire. On a parfois l'impression, en se perdant dans les ruelles de la vieille ville, d'être dans un vaste chantier de fouilles archéologiques, comme dans cette cité du roi David, qui n'en finit plus de révéler ses secrets. Et on a rejoint Hélène McLean. Bonjour, vous êtes archéologue pour l'autorité israélienne des Antiquités. Alors on est ici en pleine vieille ville de Jérusalem. Il y a une dizaine d'années à peu près, vous avez fait parler les pierres sur ce site. Que vous ont-elles dit ? Oui, nous sommes dans un site archéologique très peu connu du public, secret en quelque sorte. En 1999, nous avons découvert ici les remparts de l'époque du premier temple, de l'époque du roi Ézéchias, le 8e siècle avant Jésus-Christ. On a retrouvé ensuite une partie de la forteresse d'Hérode, et au-dessus de la forteresse d'Hérode, nous avons trouvé des vestiges de l'époque du mandat britannique. Donc c'est un exemple tout à fait classique de l'archéologie à Jérusalem. Toutes les périodes, les unes sur les autres. C'est magique. C'est magique. Alors Hélène, l'année 2014 a été riche en découvertes pour vous, puisque vous avez fait 2 découvertes archéologiques de toute première importance. Lesquelles sont-elles ? C'est une année qui a été exceptionnelle au niveau des découvertes archéologiques à Jérusalem. Au sud de la vieille ville, nous avons retrouvé un sceau de l'époque du roi Ézéchias. Donc c'est exceptionnel, c'est très rare. Et juste à côté de cette découverte, nous avons retrouvé la forteresse du roi Antioche. Alors Hélène, sur un plan un peu plus personnel, vous êtes née en France, vous avez fait vos études d'archéologie en France. C'est un vieux rêve de venir fouiller ici à Jérusalem où la terre parle autant ? Pour moi, c'était un rêve d'enfance qui se réalise, on peut dire. Et je pense que pour tous les archéologues à Jérusalem, c'est un véritable privilège d'être ici, de se lever le matin, de découvrir l'histoire de cette ville. L'archéologie est extrêmement riche. On retrouve tous les jours des choses incroyables de toutes les périodes, que ce soit de l'époque préhistorique, l'époque biblique, l'époque musulmane. C'est extrêmement riche. Alors vous me racontiez en off, hors caméra tout à l'heure, qu'il y avait des archéologues juifs, chrétiens, musulmans. La politique ne s'invite jamais dans l'archéologie ? La politique ne s'invite jamais dans l'archéologie. Nous respectons les pierres. Nous avons parmi les archéologues des Arabes, des Juifs, des chrétiens, des musulmans. Dans la vieille ville de Jérusalem, que ce soit les musulmans comme les Juifs, tout le monde nous respecte parce qu'ils savent que nous respectons les vestiges et nous ne faisons pas du tout attention à la politique ou aux religions ou à toute autre considération. Merci infiniment Hélène. Merci beaucoup pour ces précisions. Les 5 infos sur Jérusalem à ne pas rater, c'est tout de suite en bref et en images. Et c'est signé comme chaque semaine, David Gombin. Tandis que les menaces régionales pèsent sur le Moyen-Orient, Israël et les États-Unis lancent avec succès un intercepteur de missiles balistiques, tentant ainsi d'actualiser ses systèmes de défense. Un tir d'essai d'un nouvel intercepteur nommé Red Shalosh, destiné à intercepter des missiles balistiques au-delà de la couche atmosphérique. Une menace qui, selon Jérusalem, proviendrait principalement d'Iran. À Jérusalem, comme dans le reste du monde, les Juifs commémorent cette semaine Hanouka, appelée aussi la fête des Lumières. Cette fête juive dure 8 jours et chaque soir, une bougie supplémentaire est allumée en présence de tous les membres de la famille. Ruth Wertheimer, une personnalité bien connue des téléspectateurs américains. Plus connue sous le nom de Dr Ruth, elle a pris la parole à l'occasion du Festival du film juif de Jérusalem. Cette sexologue de 87 ans s'est exprimée sur la relation entre cinéma et sexualité au XXe et XXIe siècle. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré le président allemand Joachim Gauck lors de sa visite en Israël. Une visite pour commémorer les 50 ans de l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et l'Allemagne. Le Premier ministre a souligné la singularité de ces relations bilatérales marquées par un passé tragique mais qui s'efforce de regarder constamment vers l'avenir.
Kaya, cette chienne récemment adoptée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, n'en démord pas. Récemment, elle a mordu 2 visiteurs lors d'un événement officiel. Il s'agissait du mari de la sous-ministre aux Affaires étrangères Tzipi Hotobelli. Au cours de la cérémonie d'allumage de la fête de Hanouka, la chienne ministérielle en a profité pour croquer également un membre de longue date de la Knesset israélienne. C'est un rare symbole de coexistence entre juifs et arabes ici à Jérusalem. Nous sommes à l'école bilingue Yad Beyad qui dispense à ses élèves un enseignement en arabe et en hébreu. Visiblement pas du goût de tout le monde puisque l'année dernière, une classe de cette école a été incendiée par des jeunes juifs extrémistes qui viennent d'écoper de 3 ans de prison. Pour en parler avec nous, Fadi Souidan, il est juriste, habitant arabe de Jérusalem. Il a choisi de scolariser ses 2 enfants dans cette école. Bonjour Fadi, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors première question, Fadi, l'incendie a été maîtrisé, Dieu merci, mais qu'est-ce qui a changé chez les élèves, chez les enseignants, chez les parents après cet incendie ? Bien sûr qu'une partie du traumatisme demeure en nous. Au début, on a traversé une période pas facile ici. Le premier soir, je n'arrivais même pas à imaginer réenvoyer ma fille à l'école, le lendemain du jour où on a pénétré dans l'école et incendié des classes de CP. Des enfants qui n'ont rien fait à personne. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, le soutien venu de l'intérieur et de l'extérieur nous a confortés de plus en plus. Nous avons compris que nous nous trouvions dans un endroit extrêmement spécial, dont les racines, la base et la volonté de vivre ensemble sont tellement forts qu'aucun incendie ne détruira cette volonté de se serrer la main et de mener cette coexistence. Alors justement, parlez-nous un peu de ce projet d'établissement. C'est un enseignement bilingue. Comment ça se passe? C'est pas la tour de Babel? Premièrement, de notre point de vue, ce n'est pas une tour de Babel. Nous avons des élèves des 2 communautés, à la fois des juifs et des arabes qui viennent en cours et ils rencontrent 2 professeurs, l'une juive et l'autre arabe, et ils apprennent à chaque fois dans la langue du professeur. La première enseigne quelque chose et la seconde poursuit. Elles ne traduisent pas. Elle explique et apporte un complément. Cela apporte des capacités non négligeables aux enfants qui comprennent les 2 langues. Mais les enfants se considèrent comme des enfants. Ils ne voient pas de différence de culture, etc. Lorsqu'ils jouent dans leur langue, la langue du jeu. Et la langue d'apprentissage n'est en somme qu'un outil supplémentaire pour rapprocher ces enfants. Mais tout de même, Fadi, quand on entend ce qui se passe à l'extérieur de cet établissement, les violences, les attaques au couteau, les attentats à la voiture bélier, on se dit que quand même, ça ne doit pas être simple tous les jours ici. Après cette nouvelle vague de violence qui fait rage dehors, eh bien ça nous affecte ici dans l'enceinte de l'école. Mais du point de vue de tous les parents d'élèves, il s'agit de l'endroit le plus sain où se trouver en ce moment, ici à Jérusalem. Tandis que la guerre se déroule à l'extérieur, c'est l'endroit le plus sûr à notre avis. Et vous pouvez voir, les parents viennent et passent du temps ici, lors d'activités extrascolaires pour adultes. Nous débattons de la situation, nous nous efforçons de voir comment nous pouvons partager notre savoir avec l'extérieur et même sortir dans la rue et présenter notre point de vue. C'est-à-dire qu'il existe une autre voie. Ça ne doit pas forcément être comme ça. Dernière question, Fadi. Parlez-nous un petit peu du profil des familles qui décident de scolariser leurs enfants dans ce type d'établissement et surtout, quels outils cet établissement offre aux enfants, aux élèves pour pouvoir coexister plus tard avec leurs voisins juifs ou arabes? Ceux qui envoient leurs enfants dans cette école veulent dispenser une éducation différente de celle qu'ils reçoivent habituellement aujourd'hui. Nous sommes les parents de demain et nos enfants sont les enfants de demain, de la nouvelle Jérusalem. De la Jérusalem où l'on vit ensemble, de Jérusalem où nous nous prenons par la main, parents et enfants. Et nous espérons énormément que les enfants en tireront pas seulement la langue, le fait qu'ils sachent 2 langues, ce n'est qu'un outil supplémentaire. Mais l'outil principal, c'est d'extérioriser cette capacité à vivre ensemble et de pouvoir tirer les enseignements de l'école et de les répandre à l'extérieur afin de pouvoir influencer et de montrer qu'il y a une autre voie, une voie qui ne fait pas usage de la violence, mais du dialogue. Fadi Souidan, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Tous les ans, au mois de décembre, la ville 3 fois sainte offre à ses habitants un programme riche et varié. Jérusalem en fête, c'est le nom de ce festival d'hiver dont va nous parler tout de suite Sharon Oxman de l'Office du tourisme. Sharon, bonsoir, merci d'être avec nous.
Alors Sharon, qu'est-ce que vous avez programmé cette année pour encourager les Hiérosolomitain à sortir de leur chaumière? Khamshushalaim, c'est un événement culturel géant qui se tient durant les 4 week-ends du mois de décembre et qui regroupe des événements de danse, de théâtre et où tous les musées de Jérusalem restent ouverts jusqu'à 1h du matin tous les week-ends. Nous proposons aussi des activités pour les enfants, mais aussi des lieux ouverts au grand public. Par exemple, nous avons édifié un mur interactif en centre-ville où les enfants peuvent y uploader des photos et s'y faire photographier et ainsi souhaiter de joyeuses fêtes à tous les habitants de Jérusalem. Nous organisons des événements qui vont du jazz au festival Ugbe, qui est un festival des traditions israélo-éthiopiennes. Nous avons aussi des événements destinés au public religieux, mais aussi des événements destinés à toutes les autres communautés. C'est extrêmement intéressant et diversifié. Si je commence à en parler en détail, on va y passer la nuit. Mais quoi qu'il en soit, j'invite tout le monde à nous rejoindre. Merci beaucoup Sharon Oxman pour ces précisions. Voilà, c'était le dernier numéro de Focus consacré ce soir à Jérusalem. On se quitte avec ces quelques notes de musique juive traditionnelle, de la fête de Hanouka, la fête juive des Lumières. Où que vous vous trouviez dans le monde, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2016 sur I24 pour de nouveaux programmes.